Christophe. Salut chat. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés et les internautes qui viennent ici par hasard pour la première fois peut-être. Bienvenue pour l'épisode 25 de Ce que j'en dis. Exactement. La geste de Hamlet Evans. Geste ou le jeu? La geste Ah, ok. de Raphaël Marine. La geste, comme les chansons de geste au Moyen-Âge. Ok. C'est un space opéra de belle facture. C'est le premier roman traduit en français de cet auteur de science-fiction espagnol, qui est déjà bien connu dans son pays, qui a déjà été souvent récompensé, etc. Et comme souvent, c'est Argile qui s'acquitte de cette noble tâche qui consiste à faire connaître cet auteur en France. Et c'est une splendeur ce bouquin. Donc c'est un space opéra comme je l'ai dit, donc une fable intergalactique. Dans les vaisseaux spatiaux où il œuvre, le protagoniste principal, dont je ne me rappelle plus le nom, Hamlet Evans, pardon, est poète. C'est-à-dire qu'en fait, il est un petit peu chroniqueur, il est chargé de raconter les faits et gestes des guerriers qui conquièrent les planètes. Plutôt que les conquérir, souvent d'ailleurs, ils reviennent y remettre de l'ordre. Parce que donc il y a un groupe qui s'appelle la Corporation qui règne sur l'ensemble des planètes d'un système. Et de temps en temps, il y a des petits mouvements de rébellion, des gens qui simplement veulent reprendre la terre qui leur appartient et leur droit de vivre comme ils veulent. Mais évidemment, ces rébellions, il faut les mater. Et donc il y a des vaisseaux spatiaux qui sont envoyés, des vaisseaux spatiaux guerriers qui sont envoyés pour mater la rébellion. Et Hamlet Evans, lui, il est poète, donc c'est-à-dire qu'il raconte les histoires, mais évidemment, il faut qu'il raconte de manière à mettre en avant le courage et la gloire de ces vaillants guerriers qui risquent leur vie pour sauver la liberté que la corporation offre au monde, etc. Donc lui, au bout d'un moment, ça le saoule, et donc il déserte. Et il va connaître plein de vies différentes. Il va être à un moment donné paysan, à un moment donné, il va se prostituer. À un moment donné, il va être acteur, puis clown. Et donc, c'est vraiment un beau pavé qui fait dans plus de 400 pages, mais qui donne à réfléchir sur le métier d'écrivain, sur le sens de l'histoire, sur la quête de la liberté, et sur plein d'autres thématiques. Vraiment, sur aussi les relations sexuelles. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Les relations sexuelles, elles sont vraiment présentées dans cet univers, non pas comme une manifestation d'amour, mais comme un outil de pression et d'asservissement. Donc, bouquin très très intelligent, comme d'habitude chez Argile. Chaque fois que je lis un bouquin de chez Argile, je pense à Clément et à Jonathan, parce que je sais que Jonathan, il aime bien les livres de SF, et que Clément, il aime bien lui offrir des livres de SF. Jonathan, je pense que Clément va te l'offrir, celui-là, c'est une tuerie. Bien joué. Ensuite, je ne l'ai pas, mais tu vas mettre une petite jaquette comme d'habitude. Alors, dans le cadre de Rendez-vous page 17, on avait un challenge, là, c'était de lire, challenge d'automne ou d'hier, de lire un livre qui a été choisi par quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc, le livre qui a été choisi pour moi par Christine, c'était Les filles du chasseur d'ours de Anneli Jordal, un auteur scandinave. Une tuerie. C'est complètement un livre très 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 barré. L'histoire, c'est 7 filles, donc une sororatrie, je sais plus comment on dit. C'est une fratrie et une sororatrie, je sais pas. Sororité, mais c'est pas vraiment une sororité. Tu regarderas. Ouais. Tu regarderas rien, je sais. Donc qui ont été élevés par un papa qui était chasseur d'ours. Rien, je sais, non, mais ça va pas. Donc tu regarderas, sérieux. Oui, je regarderai, c'est comme une fratrie, mais avec que des sœurs. Voilà, Soro, quelque chose. On va regarder. Si vous le savez, mettez un commentaire. Ouais, mettez-le en commentaire, comme ça nous évitera d'aller regarder. Donc, vas-y, d'ailleurs, même si vous n'êtes pas sûr, mettez-le. Moi j'aime bien les commentaires des gens qui... Une fois on avait fait... parenthèse. Une fois on avait fait un jeu avec ta sœur. Ouais, parce qu'elle a une sœur qui s'appelle Anaïs, qui est très gentille. Avec Christophe Bossart, on avait on s'amusait à inventer des mots au boulot.
Et on en avait inventé un qui était pas mal, c'était Fripondin. Ah, Fripondin, oui. Ouais. Et elle était dans un groupe de meufs sur un réseau social, genre des meufs qui s'ennuient, tu sais, qui se regroupent comme ça pour discuter. Et elle leur avait dit, ouais, vous savez c'est quoi un fripondin? Et les meufs savaient tous qu'est-ce que c'est. Mais la meilleure, c'était une meuf qui avait dit, elle avait dit des fripes andins, tu vois, genre, tu vas dans une friperie, t'achètes des vêtements andins, c'est des fripes andins. C'est pas mal. Bref. J'en étais où? Ouais, non, donc si vous savez comment on dit une fratrie au féminin, dites-le. Donc, les nanas ont été élevées par un père chasseur d'ours et par une mère, une marâtre. Et voilà que le père meurt, après être parti à la chasse à l'ours. Et les filles bien commencent à grandir avec la maman toute seule. Puis elles décident de fuguer, parce que la maman elle est vraiment trop pénible, et elle se casse dans la forêt. Finalement, la maman meurt aussi, et puis elles vont découvrir la réelle indépendance et manquer d'en mourir par une nuit particulièrement froide, et elles vont être rattrapées un petit peu par les services sociaux. Et ce qui est fou, c'est que jusqu'au moment où les services sociaux commencent à s'occuper de ces nanas, t'as aucune idée de à quelle époque ça se trouve. Ça peut se passer au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle. Tellement les nanas, elles sont que dans la nature, en train d'aller dans des lacs pour nager, attraper des animaux, se battre, picoler, fumer. Et là, quand les services sociaux débarquent, tu te rends compte que les gens ils ont des téléphones portables, des ordinateurs, et c'est à notre époque, quoi. Donc ça, c'était déjà très très bien réussi. Et puis après, elle découvre que la maman savait lire, alors qu'évidemment les 7 ne savent pas lire. Et elle avait écrit comment c'est super difficile pour elle d'élever seule ces 7 filles. En plus, elle se rend compte que les enfants sont manipulés par le père et qu'elle ne l'aime pas. Et les filles qui apprennent à lire lisent ce truc de la maman, et elles découvrent après la mort de la maman que finalement elle aimait ses filles et que le père était un manipulateur. Voilà, c'est très très bien. Et puis, il y a ça, après, le rapport au monde. Et on se retrouve à pas savoir ce qu'on leur veut vraiment comme bien. Est-ce qu'elle ferait mieux de vivre comme tout le monde? Ou est-ce qu'elle ferait mieux de continuer de vivre comme des sauvageonnes? Super bouquin. Un roman féministe à la sauce pas féministe. J'ai kiffé. Une vie pleine de sens de Pablo Casacuberta, auteur uruguayen. Masse critique de Babelio. Donc j'avais reçu un courrier de l'éditeur Métellier, enfin un mail, suite à une chronique que j'avais envoyée pour Les Doigts Coupés, qui est un autre bouquin très sympa. Et il y avait cette couverture-là, et je me suis dit, waouh, une vie pleine de sens, un cactus sur fond turquoise comme ça me plaît, j'aimerais bien le lire. Et j'ai postulé pour l'avoir à Masse critique, et j'ai reçu celui-là, donc j'étais très content. Alors, le style est très très inhabituel. Des longues phrases alambiquées. Le type qui écrit ça, David Baden-Bauer, est physicien ou je sais pas quoi. Du coup, c'est un petit peu compliqué à lire. C'est super égocentré. Et puis finalement c'est pas mal. Le mec en fait se retrouve à devoir écrire un bouquin de développement personnel en ghostwriter. Okay. Donc il y a une nana, lui il a écrit un bouquin qui était sensiblement passé inaperçu, mais il y a une célèbre nana qui écrit des bouquins de développement personnel qui a lu le livre du type et qui a trouvé ça superbe. Et elle décède. D'accord. Et elle met dans son testament que voilà, elle a presque fini son prochain bouquin, et elle veut que ce soit David Baden-Bauer qui l'écrive, quoi, okay. en ghostwriter. Et elle met ça dans son testament, donc il y a sa fille qui contacte ce type pour dire voilà, c'est les derniers vœux de ma mère et tout. Et lui, il ne se sent pas du tout de faire ça. C'est un profond dépressif, il rate tout ce qu'il fait, sa vie familiale, sa vie professionnelle, c'est un super loser.
Et pourtant, il faut qu'il écrive ce livre, quoi, puisque Oui, ça donne. évidemment, il reçoit un paquet de fric pour le faire. Et donc, tu vois, là, pendant que je le raconte, je m'enjaille un petit peu en même temps, parce que je me dis, ouais, il est vachement bien ce bouquin. Mais inhabituel, quoi, vraiment un style particulier. J'aime bien, Vie pleine de sens. Ah, Les gardiens du cycle. Je t'avais parlé d'un type qui avait dit, ouais, j'aime beaucoup les vidéos que vous faites sur YouTube, j'aimerais bien que tu parles de mon bouquin. Oui, c'est C'est celui-ci. Ok. Achille Esqueril. Écoute, on est super touchés de ta confiance avec ça. Ouais, ça nous a... ouais, non, franchement, Hein ça nous a fait plaisir parce que rares sont les personnes qui apprécient vraiment notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup pour ta confiance et du coup, voici le retour de ton livre par Christophe. Ouais, et donc, encore une fois, je suis assez abasourdi qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo plus que 2 minutes 30. C'est ton cas, apparemment. Donc, puisque tu aimes bien, bah, sache que nous aussi, enfin, moi aussi, j'ai vraiment bien aimé ton livre. Comme je disais dans la chronique que je vais consacrer, ça fait partie des livres où je me dis, mais comment ça se fait que c'est de l'auto-édition, quoi. Tu vois, je parlais d'Argile tout à l'heure. Clairement, mec, on voit ton manuscrit chez Argile, à mon avis, ils te le prennent, quoi. Je ne voudrais pas parler trop à la place de Xavier, mais c'est exactement le genre de bouquin que j'ai envie de lire quand j'achète une dystopie chez un éditeur qui fait de la littérature de l'imaginaire, quoi. Clairement. En plus, c'est vraiment bien fini, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de coquille. C'est quand même rarissime, y compris dans des maisons d'édition traditionnelles. Parfois, il y a des coquilles. Là, j'en ai pas vu une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Peut-être qu'il y en a, mais j'en ai pas remarqué. La dystopie est intéressante. On vit dans une société où il n'y a aucun lien familial. Ok. Ni aucun lien affectif en général. D'accord. Les gens sont divisés en villages. Tous les ans, on sépare les gens et on fait des autres villages avec les autres gens. Ok, pour qu'il n'y ait aucune attache. Pour qu'il n'y ait aucune attache. D'accord. Bon. Et il y a à un moment donné un vieux type qui va voir Almie, donc le personnage principal, et qui lui dit est-ce que tu sais comment on fait les enfants? Toi tu dis cette question, elle est con. Oui. Tout le monde sait comment on fait les enfants, quoi. Et lui dit bien sûr je sais, c'est les éclairs, quoi, c'est la foudre qui fait les enfants, quoi. Tu dis qu'est-ce que c'est que Et en fait, ben, c'est une légende fondatrice de cette société. Ils prétendent que c'est la foudre qui fait les enfants. Et en fait, la reproduction, elle est faite dans des sortes de Lebensborn ou des centres où il y a des femmes qui sont là pour se reproduire, pour faire des enfants, pour les élever. Après, à un certain âge, ils partent dans les villages. Ok, c'est rigolo. Mais toutes les nanas, elles ont un petit implant au niveau de l'utérus qui les empêche de tomber enceinte. Un vrai secret, comment on fait les enfants. Personne ne le sait. Ouais, et ça, en fait, ça devient une espèce de fil rouge, et j'ai trouvé ça super original. C'est rigolo. De faire d'une question qui nous semble évidente au point d'en faire de la publicité pour des briques de lait, un thème d'une dystopie, quoi. Et donc voilà, mais c'est super bien écrit. Ça se joue entre l'héroïque fantasy et la dystopie pure. Encore une fois, moi voilà, les gens qui aiment le genre, foncez, mais tête baissée et les yeux fermés sur ce bouquin qui, je le répète, est de l'auto-édition. La maison, c'est Bouillon d'encre, donc que l'auteur Achille Esqueril a créé pour éditer ses écrits. Et le titre, c'est Les gardiens du cycle. Je ne peux que le recommander. Franchement, c'est pas mal, mais moi j'ai envie de voir le film de ça, genre, tu vois. Ouais, genre, mais alors le film, il serait ouf. Ouais. Il serait ouf, ambiance Conan le barbare, tu vois. Ouais. Mais avec en plus de la romance. Et non, mais franchement, très très bon bouquin. Ouais. Très très bon bouquin. Exécution de Pascal Mermet. Il n'y a pas longtemps, je parlais de Scène criminelle. Oui. Tu te rappelles de Scène criminelle? Pascal Mermet, ça me dit quelque chose. Voilà, Pascal Mermet, donc c'est un auteur de polar. Et Scène criminelle, c'est le 3e volet des enquêtes du commissaire Chanel. Ok. Et donc, bah voilà, j'ai eu l'occasion de lire aussi le 2e, parce que j'aime bien les trilogies à l'envers. Et donc, j'ai lu Exécution. C'est une enquête
Donc l'idée, c'est que ça part de faits divers, mais d'histoires vraies. Ok. L'idée, c'est que Pascal Ormay connaît le fameux commissaire Chanel. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un truc pour vendre des livres, mais bon, peu importe. Ok. Et là, il y a un homme, comment dirais-je, un avocat spécialement détestable qui se fait assassiner. Ok. Vraiment un pourri. Et en fait, dans l'enquête, on se rend compte que c'est un vieux fétichiste qui est complètement fou du personnage de Emma Bovary dans Madame Bovary de Ok. Gustave Flaubert. Fétichiste du pied, qui demande aux nanas de s'habiller comme à l'époque de Emma Bovary. Ok, d'accord. Ouais. Et finalement, il se fait tuer. Et donc l'enquête, c'est de retrouver qui a Tu tué es là ce au type. cas bizarre. Alors, comme dans Scène criminelle, il y a des personnages un petit peu étranges. Genre un mec qui a été touché par la foudre, et depuis qu'il a été touché par la foudre, il a une intelligence hors norme. Ok, ouais. Une autre meuf qui a un QI exceptionnel. Et comme dans Scène criminelle, il y avait un des... le méchant, c'était un des membres du groupe de l'enquête. J'ai grillé, je me suis dit, peut-être il a refait le même truc. Donc au bout du compte, j'ai trouvé que c'était moins bien que Scène criminelle. Ok. Mais ce qui est très positif, puisque c'est le deuxième. Oui. Et Scène criminelle, Ouais, c'est le c'était troisième. Donc c'est-à-dire que le mec écrit de mieux en mieux, quoi. Donc du coup, je vais peut-être quand même lire le premier pour voir s'il était encore moins bien que l'exécution. Et surtout, j'aimerais bien lire le quatrième, c'est-à-dire le prochain numéro des aventures, enfin des enquêtes du commandant Chanel. Voilà. En tout cas, les gens qui aiment bien les polars, ils peuvent taper dans ça tranquillement. Ok. Éteindre la lumière. Je suis en train d'écrire la chronique là, de William Boyle chez Gallmeister, dans la collection Totem, c'est les livres de poche de Gallmeister. On était en vacances il n'y a pas longtemps du côté de Saint-Trope là, et j'étais parti faire des courses. Moi, les courses, au bout de 3 minutes 54, ça me saoule. Je suis retourné à la voiture et j'avais rien emmené à lire. Donc je suis allé vite fait, tac tac, au rayon livre. J'ai acheté ce livre. Ok. Et j'ai kiffé. Littérature noire américaine. Ok. Bobby, un gamin qui jouait avec son pote, achetait des cailloux sur les voitures. Et genre, ils essayent de jeter les cailloux dans les voitures, tu vois, genre. Ok, ouais. À un moment donné, ils arrivent, tapent dans la tête d'une meuf, 18 ans, qui perd le contrôle de la voiture, qui va sur la voie d'en face, choc frontal, elle meurt. Ok. Et le père de la nana, c'est genre, pas un tueur à gages, mais genre, le mec que t'appelles quand t'as des problèmes avec quelqu'un pour qu'il lui donne une leçon. Ok, ouais. Et bon, bah, sous le choc, tu vois, de la perte de sa fille, il décide de tout laisser tomber, parce qu'il y a déjà sa mère, ses parents qui étaient morts et tout, là il y a sa fille qui meurt, et tout. Puis quelques années après, il s'inscrit dans un atelier d'écriture, Ok. qui est fait par une petite meuf qui s'appelle Lily. Et il aime vraiment bien cette meuf, elle aime bien ce qu'il écrit, et ils ont une sorte de rapport filial comme ça, puisqu'il lui rappelle sa fille qui était morte et tout. Et à un moment donné, il y a le frère de Lily, enfin frère, dans une famille recomposée, tu vois, c'est pas vraiment son frère en fait. Frère de Lily qui a des problèmes avec des sales types avec qui il a fait voilà. Ouais. Et donc lui, il va filer un coup de main à ce petit gars qui est Bobby, en fait, le mec qui a tué sa fille. Ok, il va s'en rendre compte à un moment donné. Ouais. Ok. Et c'est une dinguerie ce bouquin. Ah, il a l'air bien. Ouais, c'est une dinguerie. Et c'est vraiment. Alors, les gens qui aiment le roman social noir, là pour le coup, c'est vraiment noir, quoi. C'est genre ta vie quand tu fais que de la merde, quoi. Ok. Quand tu prends que des mauvaises décisions. Voilà, appelez-moi Bobby. Ok. Et d'un autre côté, il y a aussi une histoire entre Bobby et Francesca. Donc cette histoire entre Jack et Lily, où tu sens qu'on voudrait qu'il y ait de l'amour, quoi. On voudrait qu'il y ait quelque chose qui émerge de ça, quelque chose de beau, quelque chose de pur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la vie, c'est trop nul, quoi. Ouais, bah oui. Enfin, de ces gens. Non, dans le mur, ça n'a rien à voir avec ma dépression saisonnière. Non, d'accord. Mais voilà. Bon, bah, je connaissais pas William Boyle. Par contre, j'aime bien Gallmeister. J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un commentaire quelqu'un qui disait Gallmeister, c'est suprémaciste et raciste. Les gens, vous êtes des cons avec vos jugements à l'emporte-pièce. Arrêtez vos histoires. C'est ni suprémaciste ni raciste. Je déteste le wokisme. Les gens aujourd'hui avec le wokisme, ils arrivent que à mettre des clichés négatifs sur tout ce qui bouge. Ouais. Arrêtez, vous êtes fatigants.
Arrêtez de lire, si ça vous plaît pas, arrêtez de lire, laissez-moi tranquille. Ça, c'était mon petit coup de gueule. L'aigritude de la maladie saisonnière. Dépression saisonnière, vas-y. Tomozaki-kun est un loser. Oui, tu nous en avais déjà parlé. Et bah c'est le tome 2. Ok. Alors carrément, je l'ai acheté. J'ai vu qu'il était sorti, j'ai dit, ah, je l'achète. Je suis allé sur un site de vente en ligne, honte à moi. Et comme j'avais des trucs qui m'avaient remboursé, il y a 2-3 trucs comme ça où je peux acheter des bouquins, j'ai un petit peu de l'argent dessus. Donc j'ai dit, ah tiens, je vais l'acheter. Bon, bah j'ai bien aimé. Le tome 2, c'est sympa. Donc l'idée, hein, Tomozaki-kun, c'est un champion d'un jeu vidéo hyper populaire. C'est le numéro 1. Il est imbattable. Et un jour, il a l'occasion de rencontrer le numéro 2 mondial. Hein. C'est une meuf de son lycée. Ok. Et elle, c'est le contraire de lui. Lui, c'est un vrai no-life, quoi. Vraiment. Ouais. Et elle, c'est la meuf la plus populaire du lycée et tout. Et genre, elle décide de le prendre en main. Dire, elle comprend pas que le mec qui la bat à ce jeu vidéo, c'est un loser comme ça. Et elle dit, moi, je veux pas que tu restes un loser. Je vais te coacher pour que tu deviennes plus un loser, un mec populaire comme moi. C'est ça, c'est ça. À ta hauteur. Exactement. Et donc, il a des missions à chaque fois. Genre qui consiste bien sûr à aborder des meufs, bien s'habiller. C'est con, mais j'aime bien. Ouais. C'est-à-dire, je suis pas le public, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc pour les ados. T'as envie de voir l'évolution du public. Ouais, et puis tu vois, en plus je me rends compte qu'en vrai, et ça doit être encore plus réel au Japon, aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles n'ont pas favorisé les relations entre les gens, quoi. Ouais, bah non. Les gens, ils se parlent par réseaux sociaux interposés, mais ils ne se parlent pas en vrai. Ouais, c'est ça. Et ça, pour quelqu'un de ma génération, c'est une aberration, c'est triste. Et justement, là, c'est un truc qui est à destination des adolescents, et ils t'apprennent à avoir des vraies interactions sociales, tout simplement. Ouais, c'est drôle, c'est joliment dessiné, tu vois les personnages de manga, des jolis garçons, des jolies filles, ça fait plaisir. J'aime bien. Je vais acheter le tome 3. Ensuite, il y a Sombre Pacte. Chez Kern Édition, collection du noir au sud. Ouais, ça fait plusieurs bouquins de cette collection là, qui sont là d'ailleurs, là, que je chronique. J'aime bien cette collection. Alors, c'est que des romans qui se passent dans le sud-ouest ou dans le sud. Là, en l'occurrence, ça se passe du côté de Toulouse. C'est une enquête policière. C'est un vrai roman policier. Avec voilà, il y a un mec, une meuf, elle a un accident de voiture, elle tape dans une nana qui lui pile devant, une vieille complètement à côté de ses chaussons, et il se trouve que quand elle tape, le coffre il s'ouvre, et dans le coffre il y a un cadavre. Okay. Dans la voiture de la petite vieille. Et elle, c'est même pas tu vois le truc. Et donc voilà, les flics ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'il fait ce cadavre dans le coffre de la petite vieille. Et ils vont enquêter auprès du fils de la petite vieille, d'un mec qui est venu faire des travaux chez elle. Tu vois, comment c'est dans les enquêtes policières comme ça, où ça avance pas, il n'y a même pas de piste, il n'y a rien, ils galèrent. Et puis bon, finalement, à la fin, ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Sombre Pacte, donc c'est un rapport avec ça, je vais pas spoiler. Le premier bouquin de cette nana s'appelle Cécile Douel, qui écrit bien des romans policiers. Et moi je suis content de pouvoir promouvoir ce livre. Il est beau, il est bien, il se lit aisément, et on en redemande. Très bien, félicitations Cécile. Félicitations Cécile Douel, on t'aime Cécile. Et Kern Édition, c'est une chouette maison. Kern Édition, vous êtes top. Vraiment. Et la collection du Noir au Sud, pour l'instant, je connais que ça. Si un jour il y a moyen de lire autre chose, je vous dirai aussi. Mais j'aime bien. Et pour finir, je rattrape presque mon retard avec le tome 12 de Spy Family. Maintenant que le 13 il est sorti. Peut-être même le 14 maintenant d'ailleurs. Voilà, je continue de kiffer cette série. Là, on est plus dans le délire des agents secrets, vraiment. La tension Est-Ouest. La mission de la petite meuf. La petite meuf, comment elle s'appelle déjà cette petite meuf? Anya. La petite meuf, on n'en parle pas trop dans ce tome-là. C'est vraiment Twilight, le papa qui a des trucs à jouer là.
Et donc voilà, ça fait avancer dans la découverte des personnages. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que Yor, genre donc c'est une tueuse à gages, mais elle a un boulot factice, elle travaille dans un bureau et tout. Et il y a un truc, mais ça c'est un vrai truc de société, elle travaille que entre meufs, et genre ses collègues de travail, elles essayent de lui pourrir son couple, quoi. Ok. Tu vois, en essayant de dire du mal de son mari. Ouais. Toutes elles sont en train de se plaindre de leur vie de couple. Et elle se plaint pas du tout, elle est vachement bien. Alors que c'est une fausse famille, en fait, tu vois. Mais elle est super heureuse dans sa famille. Et elle se rend compte que tout le monde a des gros problèmes de couple. Bon, elle est un peu con aussi, hein. Et elle se dit, ouais, pourquoi moi, j'ai pas de problème de couple, quoi. Donc elle se dit, elle va essayer de se faire des problèmes de couple. C'est rigolo. Ouais. C'est marrant. Et alors son mari, lui, du coup, il essaye d'être encore plus gentil avec elle. Ça devient compliqué parce que c'est trop une famille parfaite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, j'ai bien aimé. Et c'est un vrai truc. Hein. C'est un vrai truc. Les blablabla, les femmes au boulot, quoi. Elles se parlent. C'est les pauvres maris, quoi. Moi, je sais, d'ailleurs, mon épouse, elle est merveilleuse à cause de ça. C'est que elles savent que je suis inattaquable, quoi. Ouais. Qu'on est un couple inattaquable. Mais elle, qu'est-ce qu'elle s'envoie, quoi. Oh, Ouais, non, donc, tome 12 de Spy Family. Donc maintenant, j'ai deux séries que je suis, Spy Family et donc Tomozaki, comment il s'appelle déjà, Tomozaki-kun est un loser. Bon, en attendant la troisième. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Grosse dédicace à Achille Esqueril pour son livre Sa confiance. Les gardiens du cycle, et pour cette confiance. Et puis, gros bisous à vous tous. Je vais essayer de mettre un terme à cette dépression saisonnière dans les mois qui viennent. Dès que les jours vont commencer à rallonger, ça ira mieux, rassurez-vous. Et on se reverra pour l'épisode 26 de ce. On se revoira, exactement. On se revoira. Peut-être d'ici là, tu auras peut-être lu un tome de One Piece. Peut-être, sûrement. Vous savez quoi, je vais essayer de faire ça. Je m'y engage. Un petit objectif. Voilà. Bon, bah, à bientôt. Et on aimerait bien dépasser le stade des 32 vues. Voilà, merci beaucoup. Petit objectif.